tous. Nous avons le plaisir de recevoir à l'ADS Pascale Navarri qui est psychanalyste et Véronique Dominici qui est céramiste et plasticienne, ce qui va élargir notre horizon dermatologique pour débattre d'un très joli sujet, la peau miroir de l'âme. Donc nous allons tout d'abord demander l'avis de la psychanalyste. Qu'est-ce que ça signifie pour une psychanalyste dont le métier est d'explorer les tréfonds de l'âme humaine, cette expression? Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir invitée. Je trouve très intéressant que ça soit dans une rencontre de dermatologues qui ont affaire aux maladies dermatologiques, que cette question soit posée à une psychanalyste. Les dermatologues font partie des spécialistes qui s'intéressent le plus au déclenchement psychique dans le cas de certaines affections qu'ils ont à traiter, la pelade, certaines poussées de psoriasis, certaines dermatoses comme la dermite séboréique. Parallèlement, ils s'intéressent à la survenue traumatique, c'est-à-dire l'événement terrible qui déclenche la pathologie, une peur, un deuil, une perte. Bon. Parallèlement, les patients s'intéressent eux aussi à l'origine psychique du développement de leur maladie et ça, on peut constater ça en particulier en lisant les forums de patients. Alors pour les psychanalystes, évidemment, ils s'intéressent depuis toujours à la peau, depuis Freud. Et Freud a fait du moi humain un dérivé des sensations corporelles, principalement celles qui sont au niveau de la peau, qui est le premier vecteur de contact. Alors d'abord avec l'extérieur, la mer et l'entourage, et puis avec l'intérieur, toutes les sensations corporelles. Et ce vecteur, la peau, se psychise progressivement. Depuis Freud, beaucoup de psychanalystes se sont intéressés à la peau et Winnicott en particulier a montré comment il y a une intégration plus ou moins heureuse pour le nourrisson de tous les contacts conscients et inconscients de la mère et de l'entourage lorsqu'elle le touche et lorsqu'elle le manipule. Alors, il en découle la formation du moi. Et donc on peut dire que pour les psychanalystes, oui, la peau est le miroir de l'âme. La peau est surtout le reflet et le miroir des relations précoces. Il y a une psychanalyste qui s'appelle Esther Bie qui a parlé de peau commune mère-enfant, ce qui est très intéressant. Et cette peau commune serait porteuse d'une écriture originaire préverbale. Et je pense que nous en reparlerons plus tard. Nous connaissons en France tout ça avec le concept du moi-peau de Didier Anzieux. Alors cette enveloppe corporelle et psychique est ce qui permet la rencontre avec l'autre et l'identité autonome. Il y a un grand psychanalyste français qui s'appelle Francis Pache qui a même parlé de bouclier de Persée. C'est-à-dire, c'est ce qui permet cette peau psychique de se constituer une identité autonome et d'aller rencontrer l'autre sans trop d'angoisse. Évidemment, lorsque cette intégration de ce bouclier ne fonctionne pas aussi bien, eh bien, sous la peau, un certain nombre de conflits pulsionnels tout à fait intenses peuvent se jouer, et en particulier chez les petits-enfants, parce que chez les petits-enfants, la force de l'éprouver l'emporte sur le sens. Donald Winnicott a parlé en particulier du prurite chronique dans ce sens. Et pour finir, aujourd'hui, les psychosomaticiens contemporains sont tout à fait dans ce registre-là, c'est-à-dire, au fond, il s'agit d'un débordement d'excitation qui ne peut pas être psychisé et qui conduit à des troubles profonds qui, s'ils se marquent certes sur la peau, sont beaucoup plus profonds dans l'âme. Voilà. Et vous, Véronique, quel est le point de vue de la céramiste plasticienne sur la peau miroir de l'âme? Alors, pour moi, la peau est porteuse de messages et d'émotions. C'est le manteau de l'être. Elle reflète l'âme invisible qui émane. Mes créations se composent de céramique, de portraits en céramique et d'assemblages. Je travaille souvent à partir de photographies anciennes. Et la photographie arrête pour moi le temps, elle me permet de ressentir des émotions dont j'ai besoin pour créer. Voilà. Donc vous rejoignez, Pascal, la citation de Paul Valéry. La peau est ce qu'il y a de plus profond dans l'homme.
Alors oui, tout à fait. C'est ce qu'il y a de plus profond dans l'homme, c'est-à-dire la peau, sa couleur, son odeur, son type, mais aussi le moi-peau sensorie-relationnel psychique font partie de l'identité d'une personne. Alors par rapport à la question du temps, justement, la peau et notre identité se construit à travers la relation aux autres. Et ça se construit au fur et à mesure du temps, depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Enfin, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, c'est la peau qui marque en premier la temporalité. Je dis jusqu'à aujourd'hui parce que peut-être dans les temps futurs, nous garderons notre peau de bébé depuis notre naissance jusqu'à notre mort et ça rejoint le transhumanisme. Je crois que c'est très actuel. Sauf que jusqu'ici, c'est la peau qui marque le passage du temps, depuis la peau de bébé qui est sans marque, la peau de l'adolescent et les changements pubertaires, ensuite les rites de la maturité. Et selon la façon dont nous traversons la question de la temporalité, eh bien, notre vie psychique est affectée. Alors pour les psychanalystes, justement, la façon dont nous traversons ces passages tient tout d'abord et essentiellement à la qualité des premiers regards qui ont été échangés et en particulier qui ont été portés sur l'enfant. Alors, ce sont des premiers regards qui sont forcément énigmatiques, conscients et inconscients. Mais pour prendre les extrêmes, on peut faire l'hypothèse que des regards beaucoup trop intenses fixent les bébés sur quelque chose qu'ils ne peuvent pas ensuite, dans leur vie psychique d'adulte, dépasser, ou des regards hostiles peuvent entraîner la nécessité de sans arrêt en emprise essayer d'obtenir un regard positif sur soi. Et ça, c'est tout le chapitre des dysmorphophobies qui touchent à la peau. Elles sont à la fois à la surface de la peau, mais en fait, elles révèlent un malaise beaucoup plus profond. On peut aussi s'interroger et penser que ça a un lien avec certaines demandes excessives faites aux dermatologues. Tout à fait. On a beaucoup de dysmorphophobie en particulier à la puberté, avec beaucoup de demandes de dysmorphophobie qui ne sont pas graves, mais de demandes d'exérèse de Lévy voilà. qui sont inutiles. Voilà. Alors, pour demander à Véronique comment, en tant qu'artiste, elle va passer de la profondeur à la surface, comment vous allez figer l'instant, comment vous allez donner une âme à la terre glaise. Alors lorsque je fige l'instant, vous m'excusez, je lis un petit peu en même temps, j'ai besoin de ressentir une forte émotion. Il y a à l'intérieur de moi-même comme une étincelle, il y a quelque chose une puissante agitation qui arrive. Il me faut à ce moment-là rapidement expulser l'âme ou les émotions, les faire jaillir par le biais de la glaise. À l'aide de mes mains, donc du toucher, remodeler donc la peau d'un portrait que j'ai vu au préalable sur une photo, par exemple, ancienne. La terre est l'occasion d'exhaler le souffle, l'énergie vitale qui anime toute créature vivante, et puis de mettre en scène et de faire appel à ma créativité. Voilà, terre et assemblage. Je dirais pas plus. Et donc, Pascal, vous qui vous êtes beaucoup intéressé à la mode et en particulier à l'addiction à la mode, qu'en est-il d'une mode qui est de plus en plus prégnante et que nous voyons tous les jours dans notre pratique quotidienne de dermatologue, des tatouages? Alors, ça, c'est tout à fait passionnant. Et c'est quasiment un phénomène paradoxal de parler de mode en parlant du tatouage, parce que la mode, c'est ce qui change, et le tatouage est fixé. Donc, c'est vraiment une question très intéressante, et c'est effectivement une mode, cependant. Mais peut-être quand même autre chose. Ce phénomène montre à la fois le côté relationnel et narcissique qui se joue sur la peau. Le tatouage, c'est à la fois, pour les gens qui se tatouent et qui en parlent, et que nous avons aussi qui viennent nous voir, le tatouage, c'est une création pour soi, sur soi, décidée, maîtrisée, mais aussi elle est destinée souvent à être regardée,
à séduire. Et ça en fait à la fois une inscription esthétique et identitaire. Ce qui est vraiment très intéressant. Alors, on pourrait se demander si le tatouage, ça ne serait pas un désir de modifier cette écriture originaire préverbale de la petite enfance dont je parlais tout à l'heure. Une façon de créer quelque chose. Parce que rougir lorsque nous sommes émus, pâlir lorsque nous avons peur, ça nous échappe complètement. Par contre, le tatouage a un aspect de maîtrise. Et il semblerait que dans certains moments de la vie, en particulier des moments de changement, l'adolescence, ou de séparation, la question du contact et de la nécessité de créer quelque chose de différent s'impose à certains. Alors le tatouage serait une sorte de récit mythique, autobiographique, une façon de sortir de l'identité assignée et de passer à une identité choisie. Il y a quelqu'un qui a très très bien montré ça, que vous connaissez probablement tous, c'est le romancier Stieg Larsson dans Millennium, avec son héroïne, où il montre bien le mode, si je puis dire, de tatouage de son héroïne Lisbeth Salander. Elle a la nécessité de faire cette inscription de certains tatouages lorsque elle a été blessée psychiquement et qu'elle éprouve le besoin de se venger. C'est comme une mémoire sur la peau, comme si sa mémoire psychique ne suffisait pas, alors qu'elle a une très bonne mémoire, c'est une hackeuse renommée, et elle a la nécessité d'une inscription commémorative, symbolique, directement inscrite dans sa peau, qui sert d'une mémoire particulière en image, un pensée en image plus proche des processus inconscients que la mémoire et l'intellect. Et donc ça fait comme, je dirais, un poinçon inoubliable. Et donc, après les tatouages, Oui. une transition vers les peintures corporelles des Indiens Selknam et de leur histoire qui vous a beaucoup touché et qui vous a permis de créer de magnifiques œuvres que vous allez nous montrer, Véronique. Merci. Alors, il y a un an environ, j'ai été bouleversée par la découverte de ce film documentaire de Patricio Guzman qui s'appelle Le bouton de nacre. Je vous le montre à la caméra. Il parle de l'histoire et du génocide des Indiens Selknam, entre autres, et du massacre des opposants au moment de Pinochet. Mais en fait, ces Indiens Selknam m'ont beaucoup touchée dans leur peinture corporelle. On peut voir, par exemple, juste une petite photo déjà, ça donne un indice d'un Indien avec des peintures qu'il s'est au préalable peintes. Et leur signification, Alors, je trouvais que c'est très poétique. Oui, alors chaque Indien a une peinture différente. Par exemple, sur ce livre, il y a 1200 photos que Martin Guzand, à l'époque, avait réalisées dans les années 1919 à 1924. Je vais vous montrer notamment quelques photos de ces Indiens. Surtout, donc là, c'est les peintures sur les visages qui ont toutes des significations. Soit pour quand il y a un mort, soit ou des rites lors de rites initiatiques pour les jeunes Indiens. Par exemple, pour ce portrait justement que j'ai réalisé en céramique, m'avait énormément marqué, touché. Et du coup, le voici en céramique émaillée. Voilà la magnifique œuvre de Véronique. Leur philosophie m'a touchée aussi. En fait, après la mort, ces Indiens croyaient qu'ils se transformaient en étoiles. Et leur corps, en fait, les peintures que l'on peut voir sur leur corps, j'espère que je vais les trouver rapidement sur mon livre, représentent la constellation d'Orion. Donc ils avaient une philosophie vraiment fabuleuse, moi je trouve.
Et malheureusement, voilà, Et on commence à voir on peut finir peut-être sur cette œuvre superbe et vous remercier toutes les deux pour les ouvertures que vous nous offrez à nous, dermatologues. Merci. Merci. Merci à vous.